Paris. Dans les années qui suivent la Grande Guerre, la ville semble renaître d'entre les ruines. Les canons se sont tus, et pour la première fois depuis des années, on entend à nouveau le rire dans les rues. Les gens veulent oublier. Oublier les tranchées, la peur, le sang et le silence des morts. Alors ils sortent. Ils s'habillent, ils dansent, ils boivent, ils chantent. On a appelé cette période les années folles, et le mot n'est pas trop fort. Les cafés débordent, les trottoirs vibrent sous les pas pressés des hommes et des femmes qui ne veulent plus perdre une minute de leur vie. Les nuits s'étirent jusqu'à l'aube, les bals se multiplient. Et dans les salons, on parle d'art, d'amour et de liberté. Paris est devenu une fête, une promesse d'oubli pour une génération fatiguée de souffrir. Dans les cabarets de Montmartre, les rires éclatent comme des bulles de champagne. Des musiciens venus d'Amérique font résonner leur saxophone dans la fumée des cigarettes. Les robes à paillettes scintillent, les jupes se raccourcissent, et les femmes fument désormais sans se cacher. C'est un scandale pour certains, mais un souffle nouveau pour d'autres. L'ancienne morale s'effrite. On veut vivre libre, libre d'aimer, de danser, d'expérimenter. Le monde s'ouvre, et Paris devient sa capitale. C'est aussi une époque où tout change à une vitesse folle. Les voitures roulent plus vite, les avions volent plus haut, et les idées circulent plus librement que jamais. Les artistes venus de partout s'y donnent rendez-vous. Des Américains, des Russes, des Espagnols, des Africains. Tous cherchent ici un lieu où l'on respire autrement. Montparnasse devient leur refuge, un quartier de lumière et de folie, où l'on croise Hemingway, Picasso, Man Ray, Modigliani et tant d'autres. Ils vivent dans de petites chambres sans chauffage, mais avec des rêves immenses. Dans ces rues, les accents se mêlent, les langues se croisent, les vers s'entrechoquent. On ne parle plus de guerre, on parle de beauté, de couleurs, de musique. Les tableaux s'affichant dans les vitrines comme des cris de liberté. Les poètes remplissent les cafés de leurs mots nouveaux. Le monde entier semble s'être donné rendez-vous à Paris pour recommencer à vivre. Mais dans cette joie débordante, quelque chose sonne faux. Sous le rire, il reste une peur silencieuse. Les hommes qui reviennent du front ne dorment plus. Les femmes qui ont perdu des fils ou des maris sourient, mais leurs yeux restent vides. Beaucoup cachent leurs blessures derrière la fête. L'alcool, le jeu, les passions, tout sert à ne pas penser, à ne pas sentir le vide. Et dans ce vide, certaines choses trouvent à leur place. Les désirs les plus profonds, les curiosités les plus sombres. Dans les soirées de Montmartre, on commence à parler de nouvelles sensations. De poudre, de fumée, de rêves artificiels. Au début, c'est rare, discret, réservé à quelques initiés. Mais bientôt, cela devient un secret partagé dans les couloirs des hôtels, dans les loges, dans les ateliers d'artistes. Un petit flacon, une promesse de douceur, un moyen de continuer à vivre sans sentir la fatigue. Les gens de cette époque croient à la modernité. Tout semble possible, tout est permis. Les progrès scientifiques donnent confiance. L'électricité éclaire les rues, le cinéma donne des images aux rêves, la médecine promet des miracles. Alors pourquoi douterait-on d'une simple poudre blanche qu'on dit apaisante? Les journaux vantent encore ses effets médicaux. On la trouve dans certaines pharmacies, sous des noms rassurants. Personne ne se méfie vraiment. Ceux qui l'essaient disent qu'elle apaise le corps, qu'elle calme les douleurs, qu'elle fait taire les souvenirs. Et pour beaucoup, c'est tout ce qu'ils recherchent, un peu de paix. Une paix intérieure, silencieuse, qu'ils ne trouvent plus ailleurs. C'est ainsi que peu à peu la fête et le poison vont se mêler. Les cafés de Montparnasse, autrefois remplis d'éclats de voix, commencent à changer d'atmosphère. Dans un coin, un homme rit trop fort. Dans un autre, une femme semble dormir les yeux ouverts. Les conversations deviennent plus lentes, plus confuses. Mais on ne veut pas voir. On préfère croire que tout cela fait partie du charme de la vie bohème. Un excès de plus, une excentricité de moins. Dans la presse, on commence à parler du monde de la nuit avec fascination. Les journalistes décrivent ces danseuses audacieuses, ces écrivains extravagants, ces musiciens étrangers. Mais jamais ils ne parlent de ce qu'ils voient vraiment. Les ombres, les mains tremblantes, les regards perdus. La société ferme les yeux, comme elle l'a fait tant de fois. Elle préfère la légende à la vérité. Et pourtant, dans les ruelles du 9e arrondissement, dans les chambres des hôtels de passe, quelque chose grandit. Un murmure, une habitude, une dépendance. L'héroïne n'est pas encore une menace. Elle est un secret partagé entre les privilégiés. Les riches l'achètent, les artistes la glorifient, les médecins l'expliquent. Personne ne parle de danger. Pas encore. Le narrateur, moi, vous, n'importe qui, pourrait presque comprendre cette époque. Imaginez,
Vous avez survécu à la pire guerre de l'histoire. Vous êtes jeune, vous avez peur du lendemain, mais tout semble enfin permis. Alors vous dansez, vous aimez, vous buvez. Et si quelqu'un vous dit qu'il existe une poudre capable de faire disparaître l'angoisse, vous n'y voyez pas le mal. C'est humain, c'est fragile. Et c'est ainsi que le poison s'invite à la table des rêveurs. Au début, tout paraît inoffensif. Un peu de poudre pour calmer l'esprit, pour prolonger la nuit, pour tenir le pinceau ou la plume plus longtemps. Mais très vite, certains ne peuvent plus s'en passer. Leur visage pâlit, leurs yeux s'éteignent, leurs gestes se ralentissent. On les croit simplement fatigués, et peut-être qu'ils le sont. Fatigués de vivre trop fort. L'époque veut des héros, des génies, des gens qui brûlent leur vie pour créer du beau. Alors ceux qui tombent sont pardonnés, presque admirés. On dit d'eux qu'ils sont maudits. Ce mot romantique cache la vérité. Ils sont dépendants. Mais dans ce Paris éblouissant, même la douleur semble avoir du style. Les années 1920 sont un théâtre. Sur scène, les lumières, la danse, les costumes. Dans les coulisses, le vide. Un vide que chacun cherche à combler, par l'art, par le plaisir ou par la poudre. Et si l'on écoute attentivement les chansons de l'époque, entre deux notes de jazz, on peut presque entendre le soupir d'un monde qui veut oublier ce qu'il a perdu. Paris c'est belle, mais Paris tremble. Sous ses lumières, la ville cache déjà son ombre. Et dans cette ombre, un nouveau mot s'installe. Un mot qui ne tardera pas à faire frissonner tout le monde. L'héroïne. Ce poison élégant, né dans les laboratoires et accueilli comme un remède, allait bientôt devenir le secret le plus dangereux du Paris des années folles. Tout a commencé bien avant les années folles. Bien avant les musiciens, les danseuses et les poètes perdus dans la nuit. L'histoire de l'héroïne, ce poison élégant qui allait ensorceler Paris, trouve sa source dans un laboratoire, à l'autre bout du siècle. Nous sommes à la fin du 19e siècle, en Allemagne. Un chimiste du nom de Felix Hoffmann, employé de la firme Bayer, cherche à améliorer un ancien médicament, la morphine. Cette substance, déjà populaire depuis les guerres napoléoniennes, soulage la douleur, calme la toux, apaise les blessures du corps et de l'âme. Mais elle rend aussi dépendant. Hoffmann, comme beaucoup d'autres chercheurs, veut créer un dérivé plus sûr, plus doux, sans risque d'accoutumance. Il le trouve. Du moins, c'est ce qu'il croit. En 1898, Bayer commercialise fièrement un nouveau produit, l'héroïne. Le nom vient du mot héroïsch, qui signifie héroïque en allemand. L'entreprise la présente comme un médicament miracle destiné à remplacer la morphine, à libérer les patients de la douleur, et même à guérir les dépendants. Ironie tragique. On pensait qu'on allait sauver les drogués avec une drogue encore plus forte. Les publicités de l'époque sont incroyables à relire. De grands encadrés dans les journaux vantent le remède héroïque contre la toux et la dépression. On y voit des mères souriantes, des médecins en blouse blanche, des enfants endormis paisiblement. Le produit se vend sous forme de sirop, de pastilles, parfois même de bonbons. L'héroïne, au départ, n'a rien d'interdit. C'est une invention de la science moderne, vendue librement, comme on vendrait de l'aspirine. Et ça marche. Les pharmacies européennes, y compris celles de Paris, la distribuent sans problème. On la donne aux soldats blessés, aux femmes nerveuses, aux artistes insomniaques. Le flacon promet tout. Apaisement, sommeil, sérénité. Mais personne ne parle encore du réveil. Quand la Grande Guerre éclate en 1914, la morphine et l'héroïne deviennent des outils de survie. Dans les hôpitaux militaires, les infirmières injectent ces substances pour calmer les cris des blessés, pour endormir la douleur de ceux qu'on ne peut plus sauver. Pour beaucoup de soldats, ces piqûres sont le seul moyen de tenir encore un jour. Et quand la guerre prend fin, certains ne peuvent plus s'en passer. C'est là que tout commence à changer. Les morphinomanes, comme on les appelle alors, rentrent à la vie civile avec leurs souvenirs, leurs cauchemars et une seringue invisible plantée dans leur mémoire. Ils ne savent pas qu'ils sont dépendants. Ils croient seulement qu'ils ont besoin d'un peu d'aide pour dormir, pour oublier, pour continuer. L'héroïne, toujours vendue dans certaines pharmacies, devient leur compagne silencieuse. Après 1918, la France veut tourner la page. Mais le pays est fatigué, vidé. Des milliers de jeunes hommes sont morts, et ceux qui restent portent des blessures qu'on ne voit pas. Le traumatisme collectif est immense. Les gens cherchent à se reconstruire, à combler un vide qu'aucune fête, aucun succès ne peut vraiment remplir. Et dans cette époque de confusion, une poudre blanche va devenir le symbole d'une illusion, celle du calme retrouvé. Les premières traces du trafic d'héroïne apparaissent à Paris dans les années 1920. Pas encore de dealers au coin des rues, mais des intermédiaires discrets, des médecins complaisants, des pharmaciens,
des militaires démobilisés qui revendent leur stock. Tout cela circule sous le manteau, sans bruit, comme un secret partagé entre ceux qui savent. Et dans une ville où tout le monde veut expérimenter, ce secret devient un privilège. Il faut comprendre, l'époque adore les nouveautés. Chaque semaine, on découvre un nouveau film, une nouvelle danse, une nouvelle invention. Alors pourquoi pas une nouvelle sensation ? Dans certains milieux, prendre de l'héroïne n'est pas vu comme un vice, mais comme une curiosité, une exploration de soi, une extension de l'esprit. Les artistes surtout s'y intéressent. Eux qui passent leurs nuits à chercher la vérité dans la couleur, dans la musique, dans les mots, voient dans cette substance un pont vers un autre monde. Les journaux de l'époque en parlent à peine. Les mots « drogue » et « toxicomanie » n'ont pas encore la même force qu'aujourd'hui. On parle plutôt de maladie des nerfs, de fragilité psychique. Et tant que cela reste discret, la société ne s'en mêle pas. Au contraire, pour certains, l'héroïne est un signe de modernité. Un médicament chic réservé aux gens cultivés, aux artistes, aux mondains. Un peu comme aujourd'hui, on boirait un verre rare dans un bar caché. Les premiers cercles d'usagers se forment sans scandale. Quelques peintres, écrivains, actrices, des noms célèbres et d'autres oubliés. Ils se retrouvent dans les appartements feutrés de Montparnasse, dans des chambres d'hôtel décorées d'affiches cubistes ou dans les loges enfumées des théâtres. Les seringues sont rangées dans des coffrets de velours. Les cuillères sont en argent. Tout semble propre, presque noble. Ce n'est pas une ruelle sombre, c'est un salon. Un endroit où l'on parle de poésie, où l'on se regarde dans des miroirs dorés en cherchant le reflet d'un autre soi. Mais derrière cette élégance, un piège se referme lentement. L'héroïne, plus forte que la morphine, agit vite et profondément. Elle inonde le corps d'une chaleur douce, d'une paix trompeuse. Pendant quelques minutes, tout va bien. Les douleurs s'effacent, le monde devient flou, comme enveloppé d'un drap de soie. Mais quand l'effet s'en va, le corps réclame. Et il réclame fort. Alors on recommence. Et encore. Et très vite, on n'a plus le choix. Les médecins, au début, ne comprennent pas. Ils voient ces patients revenir sans cesse, épuisés, amaigris, désorientés. Ils augmentent les doses, persuadés d'agir pour leur bien. Et puis un jour, ils réalisent que la cure est devenue la maladie. Mais il est déjà trop tard. Pendant ce temps, à Paris, le monde continue de tourner. Les bals continuent. Les affiches s'illuminent, les artistes exposent leurs toiles. Rien ne semble pouvoir arrêter cette frénésie. Pourtant, dans les marges de cette effervescence, un autre Paris naît, celui des dépendants, des visages pâles, des yeux fatigués. Un Paris caché, invisible, qui commence à murmurer dans l'ombre des grandes avenues. Certains journaux étrangers remarquent le phénomène avant les Français. Des correspondants anglais écrivent « À Paris, la décadence a pris un nouveau visage. Les plaisirs ne suffisent de plus. Il faut maintenant des rêves liquides. » Mais la France, fière de sa modernité, n'écoute pas. Elle refuse de croire que sa capitale, ce joyau de liberté et de création, puisse devenir le théâtre d'une lente destruction. Il faut dire qu'à cette époque, les drogues n'ont pas encore la réputation qu'on leur connaît. On les associe plus à l'exotisme qu'au vice. L'opium évoque la Chine, les mystères d'Orient, les fumeries de Shanghai. L'héroïne, elle, garde une image presque scientifique, propre, civilisée. Ce n'est pas une drogue de ruelle, c'est une substance moderne, issue des laboratoires allemands. Un produit du progrès. Et le progrès, à Paris, on y croit plus qu'en Dieu. Mais la frontière entre remède et poison n'a jamais été si fine. Les blessés de guerre, les musiciens insomniaques, les femmes nerveuses, tous croient y trouver du réconfort. Et ce réconfort devient une prison dorée. Un piège invisible, lent, sans bruit. À Montmartre, certains cabarets ferment plus tôt. Les propriétaires disent que les artistes ne tiennent plus le rythme. Les musiciens s'endorment entre deux morceaux. Les chanteuses manquent leurs notes. Mais personne n'ose parler du vrai problème. On met cela sur le compte de la fatigue, de la boisson, du chagrin. Paris ne veut pas voir que derrière ces lumières, la nuit devient plus noire. C'est à ce moment-là que des figures publiques commencent à être touchées, des noms connus, des poètes, des peintres, des mondains. Et soudain, la rumeur se répand. Il existerait dans la capitale un nouveau vice, une mode dangereuse qui ronge les plus brillants esprits. Certains en rient, d'autres s'en inquiètent. Mais pour ceux qui ont déjà goûté à la poudre, il n'y a plus de retour possible. L'héroïne n'est plus un médicament. Elle devient un symbole, un signe d'appartenance à une élite déchue. Ceux qui la consomment se reconnaissent entre eux, dans leurs gestes, leurs silences, leurs absences. Ils s'enferment dans une bulle où la douleur se tait, mais où la vie aussi s'éteint lentement. Et pourtant, l'hypocrisie demeure. Dans les vitrines des pharmacies,
Les flacons sont toujours là. Les étiquettes affichent encore fièrement « Héroïn Bayer ». La loi ne dit rien. La morale se tait. Le poison circule librement, habillé du costume de la science. Mais le vernis commence à craquer. Les premiers médecins tirent la sonnette d'alarme. Les premières familles pleurent en silence. Des artistes disparaissent mystérieusement, d'autres se retirent du monde. Les journaux, d'abord prudents, commencent à employer un mot nouveau, toxicomanie. Un mot froid, presque médical, mais qui annonce la tempête. Et dans les ruelles de Paris, le murmure devient un souffle lourd, discret, mais bien réel. Celui d'une ville qui danse au bord du gouffre sans le savoir. L'héroïne n'est plus un secret. Elle est devenue un parfum de la nuit, un parfum dangereux, qui flotte désormais sur la ville des rêves. Mais ce n'était que le début, car bientôt les artistes, les poètes et les musiciens allaient transformer ce poison en muse, et le rêve en piège. Dans le Paris des années 1920, les artistes ne sont pas seulement des créateurs. Ce sont des aventuriers de l'esprit. Ils veulent repousser toutes les limites, celles de la morale, du corps et du réel. Ils sortent d'une époque sombre et leur génération a juré de ne plus jamais vivre dans la peur. Alors ils cherchent, ils expérimentent. Et dans leur quête de liberté, certains finissent par trouver un chemin qui mène ailleurs, un chemin de poudre et de brume. Montparnasse devient le cœur battant de cette exploration. Dans les cafés du Dôme ou de la Rotonde, les tables sont envahies de carnets, de pinceaux et de verres à moitié vides. On y parle d'art, de révolution, de rêve. On y refait le monde en une nuit. Les rires éclatent, les disputes éclatent aussi, mais toujours dans cette même fièvre. Vivre à tout prix. Chaque mot, chaque geste semble une façon de dire « Nous ne voulons pas mourir comme nos parents ». Les artistes de cette époque voient la drogue non pas comme une fuite, mais comme une passerelle vers une conscience nouvelle. Ils croient sincèrement qu'en franchissant la frontière du réel, ils toucheront quelque chose d'absolu. C'est l'idée romantique du génie maudit, celui qui souffre pour créer. Et pour beaucoup, cette souffrance se transforme peu à peu en dépendance. Jean Cocteau est sans doute le plus célèbre de ces poètes de la nuit. Il est beau, brillant, entouré de muses et d'amis. Son génie fascine autant qu'il dérange. Mais derrière les projecteurs, Cocteau lutte. L'héroïne entre dans sa vie comme une amante silencieuse, d'abord douce, puis cruelle. Il en parle plus tard avec des mots simples et bouleversants. Je n'étais pas malade, j'étais ensorcelé. Dans ses carnets, il décrit la sensation étrange que procure la drogue, une paix fausse, un sommeil éveillé, une sorte d'éternité tiède. Il dit qu'elle supprime la réalité sans la remplacer. C'est une phrase terrible, mais juste. Beaucoup d'artistes de l'époque partagent ce sentiment. Ils croient voir plus loin, alors qu'ils s'éloignent lentement d'eux-mêmes. Cocteau n'est pas seul. Autour de lui gravitent des écrivains, des peintres, des musiciens, tous fascinés par les mêmes promesses. Raymond Radiguet, jeune prodige de la littérature, fréquente les mêmes cercles. Il est à peine sorti de l'adolescence, mais il écrit avec la maturité d'un homme blessé. Sa relation avec Cocteau, complexe et passionnée, est à la fois une source d'inspiration et de douleur. Quand Radiguet meurt brusquement, Cocteau s'effondre. L'héroïne devient alors pour lui une manière de continuer à respirer, de survivre à l'absence. Ce n'est plus un plaisir, c'est un refuge. Dans les soirées de Montmartre, on parle de poésie intérieure. Certains affirment que la drogue libère l'imagination, qu'elle ouvre des portes dans la tête. Mais ces portes, une fois franchies, ne se referment jamais vraiment. Les toiles deviennent plus sombres, les visages plus fatigués. On se perd dans les symboles, dans les formes abstraites, dans la musique du silence. Ce n'est plus la fête de Paris, c'est la lente descente dans un rêve sans fin. Les musiciens de jazz venus d'Amérique apportent eux aussi leur part d'ombre et de lumière. Leur rythme envoûtant, leur liberté improvisée séduisent toute une génération. Mais derrière le swing et les sourires, beaucoup connaissent déjà le prix de ces paradis artificiels. À Harlem comme à Paris, la poudre circule, se glisse d'un saxophone à un verre, d'un regard à un autre. La musique devient une transe, une façon de ne plus penser au lendemain. Certains soirs, dans les clubs de la capitale, les musiciens ferment les yeux et jouent comme s'ils étaient ailleurs. Le public, ivre, applaudit sans comprendre. Ce qu'ils écoutent, ce n'est pas seulement du jazz, c'est la douleur d'une génération qui veut oublier. Les artistes peignent plus vite, écrivent plus fort, mais dorment de moins en moins. Leurs mains tremblent, leurs pensées se dispersent, et pourtant, ils se disent inspirés. L'héroïne devient pour eux un outil, une muse chimique. On dit qu'elle aiguise la sensibilité, qu'elle rend les rêves plus clairs. Mais en vérité, elle les enferme dans une illusion, celle d'une clarté qu'ils ne contrôlent plus.
Dans certains ateliers de Montparnasse, on raconte que la nuit, la lumière reste allumée sans interruption. Les peintres ne quittent pas leur chevalet. Ils peignent des visages sans yeux, des corps sans âme, des paysages qui semblent flotter entre deux mondes. Ils se sentent puissants jusqu'au moment où leur corps s'effondre, vide. Les femmes artistes ne sont pas épargnées. Certaines, danseuses ou chanteuses, prennent l'héroïne pour calmer la fatigue, pour paraître légères, pour tenir jusqu'à l'aube. Elles dissimulent les cernes sous le maquillage, les tremblements sous le sourire. Dans les journaux, elles apparaissent comme des icônes de liberté. Mais dans les coulisses, beaucoup pleurent en silence, incapables d'arrêter ce poison devenu complice. Les écrivains, eux, transforment leur dépendance en littérature. Certains décrivent leurs visions, leurs voyages intérieurs, leurs peurs. D'autres se taisent, honteux. Mais tous ont en commun cette même conviction. Le monde réel est trop étroit. Ils veulent agrandir l'horizon, quitte à s'y perdre. Et puis, peu à peu, le corps réclame son dû. Les traits s'affinent, les gestes se ralentissent. Les amis s'inquiètent, les médecins s'impatientent, mais rien n'y fait. La poudre a pris le pouvoir. L'inspiration devient dépendance, la muse devient maîtresse. On croit encore écrire pour la gloire, mais on écrit désormais pour survivre. Certains artistes tentent d'arrêter. Ils s'isolent, voyagent, se réfugient à la campagne. Mais la ville les rappelle toujours. Paris, avec ses lumières, ses bruits, ses promesses, les attire comme un aimant. Et dans cette ville, chaque rue leur rappelle ce qu'ils ont perdu. La nuit, ils se retrouvent à nouveau autour d'une table, à chercher dans la poudre un peu de paix. Jean Cocteau, après plusieurs cures, parvient à se relever. Mais il garde à jamais les marques de cette période. Dans ses écrits, il parle souvent de la tentation du sommeil éternel, de cette main invisible qui tire vers le bas. Il écrit avec une lucidité douloureuse. L'opium et l'héroïne ne nous offrent pas le paradis. Ils nous donnent seulement l'oubli. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, car ils résument le piège de toute une époque. Les artistes de Paris cherchaient à vivre plus fort, à créer sans limite. Mais plus ils cherchaient à la lumière, plus ils s'enfonçaient dans l'obscurité. Et pourtant, malgré tout, la ville continue de les admirer. Le public ne voit que la beauté des œuvres, pas la souffrance qui les a fait naître. Les tableaux se vendent, les livres se lisent, les chansons se fredonnent. On célèbre les artistes, mais on ignore leurs blessures. C'est peut-être la plus grande cruauté de cette histoire. La société applaudit ceux qu'elle laisse se détruire. Dans le regard du narrateur, dans mon regard, dans le vôtre, il y a une étrange compassion. On comprend ces hommes et ces femmes, car ils ne cherchaient pas le mal. Ils cherchaient le sens, la beauté, la paix. Et parfois, quand la vie devient trop bruyante, il est si facile de confondre la paix avec le silence. Le Paris des artistes est devenu une scène où tout se joue à la lumière des lampes à pétrole et des rêves brûlés. La ville brille encore, mais sous cette lumière, on devine déjà des ombres qui grandissent, des silhouettes qui vacillent, des mains qui tremblent, des cœurs qui s'éteignent lentement. L'héroïne n'est plus seulement une drogue, elle est devenue une muse dangereuse, capricieuse, qui offre un instant de grâce avant d'emporter tout le reste. Et pendant que la ville applaudit les poètes maudits, un murmure commence à se propager. Certains commencent à comprendre que cette inspiration n'a rien de divin, que derrière la poésie se cache la dépendance, que derrière la liberté se cache la fuite. Mais il est déjà trop tard pour beaucoup d'entre eux. Le poison circule librement, et Paris, la ville des rêves, devient peu à peu la ville des illusions perdues. Et pendant que les artistes cherchaient le génie dans la poudre, les nuits de Paris devenaient plus longues, plus étranges et plus dangereuses. Le bal des ombres allait commencer. La nuit, Paris change de visage. Quand les derniers fiacres disparaissent et que les ouvriers ferment les boutiques, la ville se réveille autrement. Les lampadaires allument une lumière jaune, douce et trouble, qui glisse sur les pavés mouillés. Le jour appartient aux marchands, mais la nuit, elle, appartient aux rêveurs, aux artistes, aux musiciens, aux femmes qui rient trop fort et aux hommes qui ne dorment plus. C'est le Paris des cabarets, des bars enfumés, des promesses qui durent le temps d'un verre. C'est la capitale des illusions et du vertige. Chaque soir, les rues de Montmartre et de Montparnasse se remplissent de silhouettes élégantes. Des femmes vêtues de robes scintillantes montent les escaliers du Bœuf sur le toit ou du Jockey Club. Les hommes portent des chapeaux inclinés et des sourires fatigués. La musique résonne déjà à l'intérieur et les rires montent jusque dans la rue. Les portes s'ouvrent et le monde réel disparaît aussitôt. À l'intérieur, tout n'est que fumée, chaleur et lumière. Les lampes rouges diffusent une clarté tamisée, les tables sont serrées,
Les coupes de champagne débordent. Les musiciens noirs venus d'Amérique font danser la foule avec des rythmes que Paris n'avait jamais entendus. Le jazz, un mot nouveau, comme une promesse. C'est une musique libre, imprévisible, pleine d'énergie et de sensualité. Elle fait battre le cœur de la ville. Et dans cette fièvre, tout semble possible. Les danseuses montent sur scène avec des plumes et des perles. Leurs gestes sont rapides, gracieux, hypnotiques. Elles bougent comme si elles se moquèrent du temps, comme si la nuit n'allait jamais finir. Dans le public, les applaudissements se mêlent aux cris et aux sifflements. La fête est totale. On ne parle plus de fatigue, ni de guerre, ni de douleur. On parle d'amour, de folie, de vitesse, de liberté. Paris veut vivre sans limite, quitte à s'y perdre. Mais dans les coins les plus sombres de ces salles, un autre spectacle se joue. Ceux qui ont trop dansé ferment les yeux, la tête renversée contre le dossier. Certains restent immobiles, comme endormis. D'autres fixent le vide avec un sourire absent. Les verres pleins ne bougent plus. Ils ne dorment pas. Ils planent. L'héroïne discrète s'invite dans les soirées les plus raffinées. On la partage entre amis. On la cache dans des fioles dorées. On la respire. On la dissout. On la transforme en rituel. Ce n'est pas une drogue de misère, pas encore. C'est un luxe. Un secret de velours. Un parfum pour ceux qui veulent rêver sans s'arrêter. Les musiciens aussi y touchent. Pour tenir, pour calmer les nerfs, pour se laisser porter par le rythme. Leurs doigts glissent sur les instruments avec une précision presque surnaturelle. Certains disent qu'ils entendent la musique avant de la jouer, qu'ils sentent les notes avant qu'elles ne sortent. Mais à mesure que la nuit avance, les regards se vident, les sourires se figent. Le tempo devient irrégulier, les rires plus rares. La joie devient lente, comme si Paris dansait sur une corde invisible entre le rêve et le désastre. Le bal Nègre, rue Blomet, est l'un de ces lieux mythiques. On y croise des écrivains, des diplomates, des chanteuses venues des Caraïbes. On y danse au rythme du tam-tam et du saxophone. Les corps se mêlent, la sueur et le parfum se confondent. C'est un monde nouveau, métissé, électrique. Mais derrière cette chaleur, un vide grandit. Plus la musique monte, plus les esprits s'éteignent. Certains quittent la salle en titubant, d'autres disparaissent dans les ruelles. Et Paris, la belle insouciante, ne veut pas savoir où ils vont. Le bœuf sur le toit est un autre de ces temples nocturnes. On y croise les plus grands noms de l'époque. Cocteau, Picasso, Darius Milhaud, Joséphine Baker. Tout le monde veut être vu, entendu, admiré. C'est une cour des miracles modernes, où les génies côtoient les imposteurs, les riches côtoient les pauvres, les saints côtoient les damnés. Les conversations s'enchaînent, les vers aussi. Et dans les rires, il y a déjà quelque chose de forcé. Comme si chacun savait qu'il n'était là que pour fuir quelque chose. Le silence peut-être, ou la solitude. Dans les ruelles, la fête continue différemment. Les rues sont humides, les pavés glissants, les becs de gaz projettent des ombres longues. On entend encore le jazz au loin, mais les voix deviennent rares. Ici, dans ces ruelles étroites, les amants se cachent, les artistes s'égarent, et certains ne rentrent plus. Paris est une ville qui berce et qui dévore. Une ville qui aime autant qu'elle détruit. Au lever du jour, quand la scène redevient calme, les fêtards rentrent. Les talons claquent sur les trottoirs vides, les taxis déposent leurs passagers devant des portes closes. Le ciel blanchit lentement. Et c'est là, dans ce moment fragile entre la nuit et le jour, que Paris semble le plus triste. Les rires de la veille résonnent encore, mais les visages sont fatigués, creusés. Certains se jurent de ne plus recommencer. Mais le soir suivant, ils y retournent. Parce que la fête est la seule chose qui les empêche de penser. La ville vit dans une boucle infinie. Fête, oubli, fatigue, reprise. Le jour, les journaux célèbrent l'âge d'or parisien, les expositions, les bals, les nouveaux talents. Mais personne ne parle de ceux qui tombent. Les corps trop maigres, les mains tremblantes, les visages absents. La beauté de Paris cache un épuisement collectif. Et l'héroïne, silencieuse, s'installe comme un parfum permanent. Elle se glisse partout, dans les ateliers, les hôtels, les coulisses. Elle devient une habitude, presque un personnage invisible de la capitale. Il y a aussi les étrangers, attirés par la réputation de Paris. Des Américains, des Russes, des Italiens, des Africains. Tous viennent chercher ici une liberté qu'ils ne trouvent pas chez eux. Certains découvrent la drogue pour la première fois, fascinés par cette société qui semble ne rien interdire. D'autres la ramènent avec eux et contribuent à en faire un produit mondial. Paris, sans le savoir, devient le centre d'une nouvelle mode, la décadence chic. On s'y perd avec élégance, on s'y détruit avec style.
Les soirs de pleine lune, les terrasses de Montparnasse sont pleines à craquer. On y boit, on y rit, on y parle de politique, d'amour, de peinture, de cinéma. Mais il y a toujours un moment, tard dans la nuit, où tout se fige. Une pause, un silence. Comme si la ville reprenait son souffle avant de plonger à nouveau dans la folie. C'est dans ce silence que les plus lucides comprennent. Paris danse pour oublier quelque chose. Pour oublier la guerre, la peur, la mort. Et dans cette danse, certains perdent le pas. Il y a quelque chose de beau dans cette destruction lente. Une beauté triste, presque poétique. Les artistes la décrivent dans leurs œuvres. Les poètes la murmurent dans leurs vers. L'idée que la souffrance et la création sont liées devient une vérité acceptée. On glorifie les âmes maudites, on célèbre ceux qui brûlent leur vie pour offrir un peu de lumière. Mais la lumière, à force de brûler, finit toujours par s'éteindre. Dans les coulisses du bal Tabaran, une danseuse s'assoit sur une chaise. Elle rit encore, mais ses mains tremblent. Son maquillage coule, sa robe colle à sa peau. Un musicien passe, lui tend une cigarette et murmure « Tu tiens le coup ?» Elle hoche la tête sans répondre. Et quand il s'éloigne, elle sort une petite boîte de son sac. Un geste rapide, presque discret. Puis le calme, un calme artificiel. Et la nuit continue. Les nuits parisiennes de cette époque ressemblent à un rêve doré qui cache un cauchemar silencieux. Tout y est beau, mais tout y est faux. L'héroïne y coule comme le champagne, mais laisse derrière elle des cœurs vides et des esprits éteints. Les artistes, les aristocrates, les anonymes, tous finissent par se croiser dans cette même fatigue. Ils se regardent sans se voir, se parlent sans s'entendre. Leur rire sonne comme une chanson triste. Et pourtant, personne ne s'arrête. Parce que dans cette époque où tout semble permis, s'arrêter, c'est vieillir, c'est mourir. Alors on continue. On danse encore, on boit encore, on s'aime encore, même quand tout brûle à l'intérieur. Mais bientôt, la fête allait révéler son vrai visage. Sous le maquillage et les plumes, Paris allait découvrir les ravages de la dépendance et le prix de ses illusions. Ils étaient morts partout, et pourtant, on ne les voyait pas. Dans les cafés, dans les cabarets, dans les galeries d'art, ils se mêlaient à la foule avec élégance. Leur sourire semblait sincère, leur allure parfaite. Mais dans leurs yeux, un voile s'était posé. Un regard absent, lointain, comme si leur esprit flottait ailleurs, suspendu dans une brume invisible. Ce sont eux, les visages de la dépendance. Des hommes et des femmes que Paris a aimés, admirés, puis oubliés. Le matin, on les croisait parfois sur les boulevards, marchant d'un pas incertain. Ils portaient encore les traces de la nuit, des mains tremblantes, des lèvres sèches, un teint trop pâle. Ils disaient qu'ils allaient bien, qu'ils étaient simplement fatigués. Mais ce n'était pas la fatigue du corps, c'était celle de l'âme. La lassitude d'une vie vécue trop vite, trop fort, sans pause. Dans les ateliers de Montparnasse, les peintres se levaient tard. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux épais, révélant le désordre des toiles, des bouteilles et parfois des seringues abandonnées. Certains ne peignaient plus que la nuit, sous l'effet de la drogue. Leurs tableaux devenaient plus sombres, plus flous, comme si leurs mains ne savaient-ils plus distinguer les formes réelles. Les couleurs se mélangeaient, les visages perdaient leurs contours. Et pourtant, ces œuvres fascinaient. Elles semblaient vivantes, vibrantes, presque hantées. On disait, c'est le style de la modernité. Mais la modernité, ici, avait un goût amer. Il y avait aussi les écrivains, enfermés des jours entiers dans leur chambre. Certains écrivaient sans arrêt, dans une fièvre étrange. Ils noircissaient des pages entières, puis s'effondraient sur la table, épuisés. Quand ils se réveillaient, ils reprenaient là où ils s'étaient arrêtés, sans relire. Leur écriture devenait plus chaotique, plus violente, parfois sublime, parfois incompréhensible. Ils disaient que la drogue leur parlait, qu'elle leur dictait les mots qu'ils n'auraient jamais osé écrire sobres. Mais au fond, elle ne parlait pas. Elle chuchotait seulement l'illusion du génie, en effaçant peu à peu leur lucidité. Dans les couloirs des théâtres, c'était la même histoire. Les comédiens, les danseuses, les chanteuses vivaient au rythme des nuits blanches. Pour tenir, pour plaire, pour oublier. L'héroïne se glissait dans leur loge comme un parfum familier. Un petit geste avant de monter sur scène, un soupir après les applaudissements. Elle disait que cela les aidait à sentir la musique, à oublier la peur du public. Mais derrière les rideaux, quand les lumières s'éteignaient, le masque tombait. Les rires devenaient des larmes. Les confidences s'échangeaient à voix basse, entre deux ombres. Les plus belles femmes de Paris, ces icônes des magazines et des affiches, n'étaient pas épargnées. Leur beauté semblait éternelle, mais elle s'effritait lentement.
Leur peau devenait plus fine, leurs yeux plus creusés, leurs gestes plus hésitants. Certaines disparaissaient du jour au lendemain, parties se reposer à la campagne, disait-on. Mais on savait au fond qu'elles ne reviendraient pas. Elles étaient parties dans un autre monde, celui où le sommeil n'a pas de fin. Dans un petit hôtel du quartier de Pigalle, un homme d'une trentaine d'années vivait seul. Autrefois, il peignait des portraits qui se vendaient à prix d'or. Ses toiles avaient orné les salons des riches collectionneurs. Mais depuis quelques mois, il ne sortait plus. On disait qu'il travaillait sur une œuvre mystérieuse. Un jour, la propriétaire frappa à sa porte, inquiète. Il ne répondit pas. Elle entra doucement. La toile était là, posée sur un chevalet. Un autoportrait. Son visage à lui, les yeux fermés, le sourire léger. Il tenait dans sa main une petite fiole vide. Le pinceau était encore humide. C'était sa dernière œuvre. Et son chef-d'œuvre peut-être. Ce genre d'histoire n'était pas rare. Mais Paris avait appris à les taire. La ville voulait garder son éclat. Elle préférait parler des fêtes, des succès, des nouveaux artistes. Les journaux racontaient les soirées, les scandales amoureux, les innovations. Mais jamais ils ne parlaient de ceux qui sombraient dans l'ombre. La dépendance était un mot honteux. On ne le prononçait pas. On disait simplement « il a des nerfs fragiles » ou « elle est fatiguée ». Certains médecins essayaient d'aider, mais ils ne savaient pas comment. L'héroïne était encore mal connue. On pensait pouvoir la remplacer par d'autres médicaments, plus doux, plus scientifiques. Mais la vérité, c'est qu'on ne savait rien. Les traitements faisaient plus de mal que de bien. Et beaucoup de malades refusaient même de guérir. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas revenir dans la réalité. Comme si la vraie vie était devenue trop lourde, trop grise, trop cruelle. Les amis s'éloignaient, impuissants. On les voyait d'abord inquiets, puis résignés. Dans les cafés, quand on parlait de quelqu'un tombé dans la drogue, on changeait vite de sujet. Parce qu'au fond, chacun savait qu'il aurait pu suivre le même chemin. Paris tout entier vibrait d'une énergie dangereuse, celle du plaisir sans limite. Et la limite, justement, avait disparu. Jean Cocteau, témoin et victime à la fois, décrira plus tard ces visages. Il écrira « Les drogués sont des anges tombés du ciel. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils ont voulu voler trop haut. » Cette phrase résume toute une époque. Ces hommes et ces femmes ne cherchèrent pas à détruire leur vie. Ils cherchaient à la rendre supportable. Et dans leur chute, ils ont laissé derrière eux une trace étrange, presque belle. Leur souffrance a nourri la poésie, la peinture, la musique. Mais elle les a aussi effacés, lentement, comme une image qui s'efface sous la pluie. Parfois dans la rue, on voyait un de ces visages connus, méconnaissables. Un poète célèbre, désormais pauvre. Une danseuse radieuse devenue pâle et silencieuse. Ils passaient sans un mot, comme des fantômes. Personne ne les arrêtait. À Paris, on apprend vite à ne pas regarder ce qui fait mal. La ville aime la beauté, pas la douleur. Et pourtant, c'est bien la douleur qui la faisait vibrer. Les chansons, les poèmes, les toiles de cette époque portent toutes la même mélancolie. Un goût de joie brisée, de bonheur trop court. Comme si la ville elle-même, derrière sa façade lumineuse, savait qu'elle vivait un rêve qui ne durerait pas. Dans les hôpitaux, quelques lits étaient réservés aux accros à la morphine. Les médecins débordés notaient des observations froides dans leurs carnets. Patients amaigris, hallucinations légères, refus de s'alimenter, insomnie persistante. Mais derrière ces mots cliniques se cachait une tragédie humaine. Des vies suspendues entre deux piqûres. Des regards vides qui attendaient un miracle. Et Paris, dehors, continuait de danser. Le plus troublant, c'est que cette décadence avait un charme. Les artistes morts jeunes devenaient des légendes. Les femmes détruites par la drogue devenaient des mythes. Le public adorait les histoires tragiques. On trouvait même cela romantique, comme si la souffrance donnait plus de valeur à la beauté. C'était le grand mensonge de cette époque. On croyait que l'art justifiait tout, même la mort. Certains survivront. Ils écriront leurs mémoires, leurs confessions. Ils raconteront la descente, la honte, les nuits sans fin. Mais la plupart disparaîtront sans bruit, avalés par l'oubli. Et les nouveaux arrivants, les jeunes artistes, reprendront leur place, sans comprendre qu'ils marchent sur les mêmes traces. Le cycle recommence, encore et encore. La poudre change de main, la seringue passe de chambre en chambre. Les visages changent, mais la tristesse reste la même. Paris continue de sourire, mais c'est un sourire fatigué. Derrière chaque fête, il y a un cri étouffé. Derrière chaque rire, un soupir. Et lorsque le soleil se lève sur Montmartre, la ville paraît paisible. Les pavés brillent, les toits d'or, les oiseaux chantent.
Mais dans les chambres sombres, certains ne se réveillent plus. Leur histoire s'arrête là, au milieu d'une époque qui croyait vivre éternellement. Ce sont eux, les visages de la dépendance. Ni monstres, ni héros. Juste des âmes fragiles, emportées par le besoin de fuir la douleur. Et leurs souvenirs flottent encore, quelque part, dans la lumière pâle du matin. Et pendant que ces visages s'effaçaient dans l'indifférence, la ville, elle, continuait à briller. Les autorités fermèrent les yeux. Paris voulait ignorer que son élite se consumait dans la poudre blanche. Pendant que des dizaines d'artistes sombraient lentement, Paris continuait de briller. Les journaux parlèrent de succès, les magazines affichaient des sourires parfaits et les politiciens, eux, se félicitèrent du retour de la prospérité. Pourtant, sous la surface polie de cette société en fête, quelque chose pourrissait lentement. L'héroïne s'infiltrait partout, sans bruit, sans scandale. Et ceux qui auraient pu tirer la sonnette d'alarme se taisaient, par confort, par ignorance, ou par intérêt. Au début des années 1920, la France vivait dans une illusion de contrôle. Les autorités croyaient maîtriser la situation. L'État, les médecins, la presse, tous pensaient que ces nouvelles substances n'étaient qu'une curiosité passagère. Une mode, comme le jazz ou les cheveux courts des femmes. Les drogues étaient vues comme un caprice d'artiste, un péché d'oisif, quelque chose qui n'atteindrait jamais le vrai peuple. Et tant que le peuple travaillait, tant que la machine économique tournait, personne ne voulait s'attarder sur les ombres de la haute société. Il faut dire que la France sortait tout juste de la guerre. Le pays était encore épuisé, moralement et économiquement. Les gouvernants voulaient avant tout redonner espoir à la population. Ils encourageaient les loisirs, la culture, les fêtes. Paris devait redevenir la capitale du monde, la vitrine du bonheur moderne. Alors, comment avouer que cette vitrine cachait une lente épidémie ? Comment briser le mythe d'une ville éternellement jeune et insouciante ? Non. Mieux valait détourner le regard. Les premiers rapports médicaux sur la dépendance à la morphine et à l'héroïne avaient pourtant commencé à circuler dès 1921. Des médecins alertaient sur les troubles physiques et mentaux provoqués par les alcaloïdes dérivés de l'opium. Mais leurs écrits restaient confinés dans les revues spécialisées, que personne ne lisait. Les journaux grand public, eux, préféraient se parler de la nouvelle mode du Charleston, ou du dernier film muet projeté aux Champs-Élysées. Informer sur la drogue, c'était risquer de ternir l'image de Paris. Et dans une époque obsédée par les apparences, personne ne voulait être celui qui gâcherait la fête. La police, de son côté, ne voyait pas le problème. Les commissariats recevaient bien quelques plaintes, parfois des signalements de comportements étranges dans certains hôtels ou cabarets. Mais rien qui justifiait une enquête sérieuse. Le mot « héroïne » n'apparaissait même pas dans leurs rapports. Quand on découvrait une seringue, on parlait simplement de produits médicaux. Et puis, il y avait cette idée profondément ancrée. La drogue, c'était une affaire de riches. Les artistes, les mondains, les étrangers. Pas une menace publique. Tant que cela restait dans les cercles fermés de la bohème, cela ne dérangeait personne. Certains médecins, eux, profitaient même de la situation. Ils prescrivaient la substance sous des noms différents, parfois sans le dire clairement à leurs patients. Un sirop pour la toux, un calmant pour les nerfs, une solution héroïque pour apaiser les douleurs du corps et de l'esprit. La frontière entre médicaments et poison était floue. Et dans cette zone grise, l'hypocrisie trouvait tout son confort. Dans les pharmacies, on vendait encore, en toute légalité, des produits contenant de la morphine ou de la cocaïne. Certains clients venaient discrètement avec des billets pliés dans la main et repartaient sans un mot. Les pharmaciens, complices ou résignés, notaient les commandes sur un carnet qu'ils ne montraient à personne. Tout le monde savait, et tout le monde faisait semblant de ne pas savoir. Mais il y avait aussi ceux qui profitaient de ce silence. Derrière les portes closes de certains hôtels particuliers, un petit commerce parallèle se développait. Des importateurs discrets faisaient venir la poudre d'Allemagne, de Suisse ou même d'Asie. Les profits étaient immenses. Et plus la dépendance augmentait, plus la demande grandissait. Les trafiquants n'avaient même pas besoin de se cacher. Les clients venaient à eux, élégants, parfumés, vêtus de soie. Le commerce du vice avait trouvé sa clientèle idéale. Certains journalistes, pourtant, tentèrent de briser cette omerta. Ils écrivirent des articles courageux, souvent censurés ou moqués. L'un d'eux, en 1924, publia dans un petit hebdomadaire une série intitulée « La poudre des artistes ». Il y décrivait les soirées secrètes, les overdoses silencieuses, les fortunes englouties dans la dépendance. Mais son texte passa presque inaperçu. Le public n'était pas prêt à entendre la vérité. Et les autorités, gênées, préférèrent ignorer ces rumeurs exagérées. Le gouvernement, déjà occupé par la reconstruction du pays, voyait dans ces affaires un détail insignifiant.
Les ministres de la Santé et de l'Intérieur se renvoyaient la responsabilité. La loi française sur les stupéfiants, à l'époque, était floue, mal appliquée, presque symbolique. Il n'y avait pas de système de contrôle réel, pas de réseau de prévention. Et tant que les classes populaires n'étaient pas touchées, personne ne voyait l'urgence d'agir. L'Église, elle, condamnait mollement. Dans les prêches, on parlait parfois des plaisirs dangereux de la jeunesse, des tentations modernes. Mais le mot héroïne n'était jamais prononcé. Les prêtres eux-mêmes ne savaient pas vraiment ce que c'était. Et dans un Paris où la foi reculait, leur voix portait de moins en moins. La morale se taisait, la science hésitait et la politique dormait. Ce silence pourtant avait un coût. Derrière les portes closes des cliniques privées, on commençait à accueillir des patients spéciaux. Des artistes célèbres, des héritières, des musiciens. On leur offrait des cures de repos, des traitements à base de lait, d'eau minérale et de promesses. Mais la plupart revenaient quelques semaines plus tard, plus fatigués qu'avant. Certains mouraient discrètement, enterrés sans un mot dans un cimetière anonyme. Leur mort n'était jamais attribuée à la drogue, mais à la fièvre, à la mélancolie ou au désespoir. Les certificats médicaux servaient à sauver les apparences. Les familles riches achetaient le silence. Elles payaient pour éviter les scandales, pour effacer les traces. Les journaux mondains, complices, continuaient d'écrire des éloges, de publier des portraits souriants. Paris devait rester la ville du rêve. Et dans ce rêve, les morts n'avaient pas leur place. Mais le silence ne dure jamais. À la fin des années 1920, quelques affaires éclatent. Une overdose dans un hôtel de luxe. Un jeune acteur retrouvé sans vie dans sa loge. Une chanteuse célèbre internée après une crise de nerfs. La presse commence à s'y intéresser prudemment. Les mots changent. On parle désormais de toxicomanie, de fléau moral. Mais derrière cette façade de vertu retrouvée, la société reste divisée. Certains réclament la répression, d'autres la compréhension. La plupart simplement détournent les yeux. Dans les couloirs du pouvoir, on rédige les premières propositions de loi pour interdire la vente libre des dérivés de l'opium. Mais les débats traînent. Certains députés possèdent des parts dans les entreprises pharmaceutiques. D'autres estiment qu'interdire la drogue, c'est punir les malades. La lenteur administrative devient un allié du silence. Chaque jour perdu permet au poison de s'étendre davantage. Les médecins honnêtes, eux, se désespèrent. Ils voient les corps se dégrader, les esprits s'effondrer. Ils savent que ce n'est plus une mode, ni un caprice. Mais leurs avertissements se heurtent à l'indifférence générale. Ils écrivent dans des revues confidentielles, parfois même sous pseudonyme, de peur d'être ridiculisés. Ils parlent de cas cliniques d'artistes déchus, d'une nouvelle maladie du siècle. Mais le siècle, lui, ne veut pas de ce mot. Il préfère parler de progrès, de vitesse, de joie, pas de maladie. Ce silence n'est pas seulement celui des autorités, c'est celui d'une société entière. Un silence fait de peur, de honte et de déni. On préfère cacher le mal plutôt que de le comprendre. Et ainsi, chaque jour des vies s'éteignent dans le secret pendant que les lampes de la ville continuent de briller. Mais l'histoire a toujours un moment où le silence craque. Et ce moment, pour Paris, approchait. Car les morts devenaient trop nombreux, les visages trop célèbres, les murmures trop insistants. L'hypocrisie ne pouvait plus durer. Et bientôt la fête allait s'interrompre. Pas d'un coup, non, mais comme une lumière qui vacillait avant de s'éteindre. Le Paris brillant des années folles allait devoir faire face à son reflet. Un reflet froid, pâle et douloureux. Celui d'une ville qui, en voulant tout oublier, avait fini par se perdre elle-même. Mais quand le silence se brise, il le fait toujours dans le bruit. Car bientôt, la fête allait se transformer en scandale. Et Paris, soudain, allait découvrir ce que cache vraiment la poudre des artistes. Le silence ne dure jamais. Même dans une ville qui sait si bien mentir à elle-même, il arrive toujours un moment où les masques tombent. Et ce moment, pour Paris, éclata comme une détonation étouffée, entre deux rires, dans un salon où tout semblait encore briller. Nous sommes à la fin des années 1920. La fête s'essouffle, les fortunes se vident, les artistes vieillissent trop vite. L'illusion d'un monde sans conséquences commence à se fissurer. Et c'est là que les premiers scandales éclatent. Ils n'arrivent pas d'un coup, mais par petites secousses, comme si la ville tout entière commençait à se réveiller d'un long rêve trouble. Le premier scandale dont on parle ouvertement concerne une chanteuse célèbre de Montmartre, connue pour sa voix envoûtante et ses yeux d'un bleu presque irréel. Un matin, on la retrouve inconsciente dans sa loge, la seringue encore posée à côté d'elle. Les journaux s'empressent de raconter qu'elle a fait un malaise après une soirée trop arrosée. Mais ceux qui la connaissaient savent que la vérité est plus sombre. Dans les cafés, on murmure qu'elle a touché à la poudre,
Le mot héroïne n'est pas encore écrit, mais tout le monde le devine. C'est la première fois que le grand public entend parler de cette chose que l'on croyait réservée aux artistes maudits. Quelques semaines plus tard, un jeune acteur tout juste remarqué dans un film à succès est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Même scénario, même silence gêné. Les producteurs parlent de fatigue, les journaux évoquent un cœur fragile. Mais les médecins, eux, ne peuvent plus ignorer les signes. Le poison a désormais un visage public et Paris, peu à peu, commence à frissonner. Le scandale enfle. Dans les salons bourgeois, on parle de la maladie des artistes avec une curiosité mêlée d'effroi. Les femmes élégantes baissent la voix pour dire « Vous savez, on dit que même Cocteau en a pris ». L'information n'est pas fausse. Jean Cocteau, déjà connu pour ses écrits étranges et sa vie tourmentée, devient malgré lui le symbole de ce mal moderne. Lui qui avait tant caché sa dépendance finit par la révéler au grand jour. Mais au lieu de fuir la honte, il en fait une œuvre. En 1930, il publie Opium, journal d'une désintoxication. Un livre où il parle de la douleur, du manque, de la peur, sans artifice ni mensonge. Ce texte fait l'effet d'un coup de tonnerre. Pour la première fois, un intellectuel reconnu ose dire ce que tout le monde tait. Les mots sont simples, honnêtes, déchirants. « Je ne suis pas un malade », écrit-il. « Je suis un esclave qui veut redevenir libre. » Ce cri résonne dans tout Paris. Certains admirent son courage. D'autres le jugent sévèrement, comme s'il avait trahi le secret d'un club fermé. Mais la vérité est lâchée, et plus rien ne pourra la faire disparaître. Les journaux, soudain, s'emparent du sujet. Ce qu'ils avaient ignoré pendant des années devient la nouvelle obsession. Chaque semaine, un article évoque le fléau qui menace la jeunesse. On invente des titres sensationnels. La poudre qui tue les poètes, les nuits blanches de l'enfer, le démon de la seringue. Les rédacteurs exagèrent, parfois mentent, mais leur but est atteint. Le scandale fait vendre. Et le scandale, comme toujours, attire le pouvoir. Le gouvernement, pressé d'agir, décide d'ouvrir une enquête. Une commission est créée pour étudier les effets sociaux et moraux de l'usage de l'héroïne et de la morphine sur la société française. Le ton est grave, officiel. Les ministres promettent de protéger la jeunesse et la morale. Mais derrière les discours, les intentions sont floues. Certains veulent surtout sauver la réputation du pays. D'autres y voient un moyen d'affirmer leur autorité dans une époque qui leur échappe. Les premières lois sérieuses apparaissent. En 1925, un décret interdit la vente libre de la morphine et de ses dérivés. Puis, en 1930, une série de mesures plus strictes renforce le contrôle des stupéfiants. Les médecins doivent désormais enregistrer leurs prescriptions. Les pharmaciens sont surveillés. Les importations deviennent presque impossibles sans autorisation de l'État. Paris, lentement, commence à refermer la porte qu'elle avait laissée ouverte trop longtemps. Mais il est déjà trop tard. Ce que la loi veut effacer, la rumeur le garde vivant. Les trafiquants changent de méthode, les dépendants deviennent plus discrets. Les salons cèdent la place aux arrière-boutiques, les seringues circulent sous le manteau. La répression transforme le vice en clandestinité. Et ce qui se cachait derrière les rideaux dorés descend maintenant dans les ruelles sombres. La drogue n'a pas disparu, elle a simplement changé d'adresse. L'opinion publique, elle, se divise. Certains réclament une punition sévère pour les décadents. Ils accusent les artistes d'avoir corrompu la jeunesse avec leurs excès et leurs chansons. D'autres, au contraire, défendent une approche plus humaine. Ils rappellent que la dépendance n'est pas une faute, mais une maladie. Mais dans une France encore marquée par le conservatisme, la compassion reste rare. Les jugements tombent plus vite que les mains tendues. La presse alimente la peur. Des caricatures montrent des jeunes femmes élégantes, seringues à la main, souriant comme des sirènes du mal. Les drogués deviennent les nouveaux monstres modernes. Leurs regards vides hantent les affiches. Leurs visages déformés servent d'avertissement. On ne les voit plus comme des victimes, mais comme des dangers. L'héroïne cesse d'être une mode artistique pour devenir une menace nationale. Les cafés ferment plus tôt. Les musiciens étrangers sont contrôlés. Les cabarets doivent désormais obtenir des licences spéciales pour rester ouverts la nuit. La police patrouille dans les quartiers de Montmartre et de Pigalle, arrête ceux qu'elle soupçonne. Certains sont innocents, d'autres réellement dépendants. Mais tous sont traités avec la même froideur. L'époque des plaisirs libres est terminée. Et pourtant, derrière la façade de la répression, l'hypocrisie continue. Les riches, les puissants, les artistes célèbres, eux, trouvent toujours un moyen de se procurer la poudre. Ils ont leurs médecins, leurs intermédiaires, leurs excuses. Les lois s'appliquent surtout aux pauvres, à ceux qui n'ont ni nom ni défense. La morale publique s'installe sur 2 étages.
En haut, le secret, en bas, la punition. Jean Cocteau, épuisé mais lucide, observe tout cela avec une tristesse résignée. Il voit ses amis partir, un à un, dans le silence. Il comprend que la guerre contre la drogue est devenue une guerre contre la différence, contre la liberté même. Dans une lettre à un ami, il écrit « Ils veulent guérir les malades à coups de honte. Ils oublient que la honte est déjà une douleur. » Cette phrase dit tout, car la société ne cherche pas à comprendre, elle cherche à se protéger. Et dans cette peur, elle détruit ceux qu'elle prétend sauver. Mais malgré les interdictions, malgré la peur, malgré la surveillance, le poison continue de circuler. Les trafics se déplacent, se modernisent. La poudre vient désormais d'ailleurs, portée par des routes secrètes, dissimulées dans des objets, des lettres, des valises. Les autorités croient avoir gagné, mais elles n'ont fait que changer la forme du mal. Et dans le cœur des Parisiens, quelque chose s'éteint. La légèreté d'avant n'existe plus. Les fêtes se raréfient. Les visages sont plus fermés, les conversations plus prudentes. La décennie s'achève dans une atmosphère étrange, à la fois lucide et mélancolique. On parle de crise, de chômage, de politique. L'Europe entière tremble à nouveau. Et Paris, l'ancienne capitale du plaisir, sent venir le froid. L'héroïne n'est plus un jeu. Elle est devenue un souvenir douloureux, un mot qu'on évite de prononcer. Mais dans les ruelles de Montmartre, certains soirs, on croise encore une silhouette solitaire, marchant lentement, les yeux perdus. Et l'on se souvient que sous les lois et les scandales, il reste des êtres humains. Des âmes perdues qui ont simplement cherché un peu de paix dans un monde trop bruyant. Le scandale a réveillé les consciences, mais il a aussi tué la magie. La fête est finie. Les lampes des cabarets s'éteignent une à une. Et dans le silence qui suit, on entend pour la première fois le vrai bruit du manque. Un souffle court, un cœur fatigué, une prière murmurée. Paris s'est cru invincible. Mais il découvre qu'on ne danse pas impunément avec le diable. La répression ne sauve pas les âmes. Elle ne fait que leur apprendre à se cacher. Et pendant que la loi punissait, certains cherchaient encore à comprendre. Dans des cliniques isolées, dans des chambres silencieuses, les survivants tentaient de guérir. C'est là que commence une autre histoire, celle des cures et des confessions. Après le scandale, Paris se tait. Les journaux ont cessé d'écrire des articles sensationnels. Les politiciens se félicitent des lois votées. Les cabarets ferment plus tôt. Mais derrière cette façade d'ordre retrouvé, il reste les vivants, ceux qui ont survécu à la poudre, mais qui ne savent plus comment vivre sans elle. Le bruit de la fête s'est effacé, remplacé par un autre son, celui du silence. Un silence lourd, profond, parfois insupportable. Les dépendants qui avaient autrefois brillé dans les soirées mondaines se retrouvent maintenant seuls. Certains sont envoyés par leurs familles dans des maisons de repos, loin de la ville. D'autres se font interner dans des cliniques privées, où l'on tente de les guérir avec des méthodes expérimentales. Ce sont les premières cures de désintoxication moderne. Mais personne ne sait vraiment comment s'y prendre. Les médecins tâtonnent, les malades souffrent, et la douleur devient le seul langage commun. Dans ces établissements aux murs blancs, on retrouve des visages autrefois célèbres, des poètes, des chanteuses, des peintres. Ici, plus de champagne, plus de musique, plus de lumière. Seulement l'attente, la fatigue, les tremblements. Les patients marchent lentement dans les couloirs, comme des fantômes d'eux-mêmes. Certains restent des heures devant la fenêtre, à regarder la pluie tomber. D'autres écrivent, dessinent ou prient sans trop savoir à qui. Les médecins appellent cela le sevrage. Un mot froid pour décrire un combat terrible. Le corps, privé soudainement de ce qu'il croyait vital, se révolte. Les muscles se contractent, la peau brûle, le cœur s'emballe. On sue, on tremble, on crie parfois. Puis vient la phase du vide. Une lassitude immense, une tristesse sans fond. Les jours se ressemblent, les nuits sont interminables. Et dans ce brouillard, certains abandonnent. D'autres tiennent bon, par orgueil, par instinct ou par miracle. C'est dans cette période que Jean Cocteau écrit son journal d'une désintoxication. Allongé dans une clinique de Saint-Cloud, il remplit chaque jour des pages entières. Ses mots tremblent parfois, mais il respire la vérité. Le sevrage, écrit-il, n'est pas une bataille contre une drogue, mais contre soi-même. Il parle du corps qui réclame, de l'esprit qui supplie, du vide qui s'installe. Et entre deux lignes, on sent la lumière timide d'un espoir, celui de redevenir libre. Son livre, publié en 1930, devient une confession publique. Ce n'est pas un manifeste moral, ni une plainte. C'est un témoignage humain. Il raconte ce que peu osent dire, la honte, la peur, la solitude. Et surtout cette vérité simple,
La dépendance n'est pas une faute, mais une prison. Ce texte touchera toute une génération. Certains y verront une rédemption, d'autres un aveu. Mais pour beaucoup, c'est la première fois qu'on comprend que derrière le mot toxicomanie, il y a des êtres humains. Cocteau n'est pas le seul à parler. Dans d'autres cliniques, d'autres voix s'élèvent. Des femmes écrivent des lettres à leurs amants perdus. Des peintres griffonnent des visages sans regard. Des musiciens composent des mélodies tristes qu'ils ne joueront jamais. Tous essaient de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. La peur du manque, la honte d'avoir chuté, le désir de recommencer à vivre. Leurs confessions, souvent anonymes, ne paraîtront jamais dans les journaux. Mais elles existent, quelque part, dans les archives du temps, comme des prières écrites à la main. Dans une de ces maisons de repos, située à la lisière de Paris, une infirmière raconte « Ils arrivaient la tête haute comme des héros blessés. Mais au bout de 3 jours, ils redevenaient des enfants. » Elle se souvient de leurs regards, des yeux pleins de larmes, d'une douceur presque enfantine. Certains demandaient qu'on leur lise des poèmes, d'autres qu'on leur tienne la main. Personne ne les jugeait. Dans ces murs, tout le monde avait déjà touché le fond. Les cures ne sont pas seulement médicales, elles deviennent spirituelles, presque mystiques. On parle de purification, de renaissance. Certains malades se tournent vers la religion, d'autres vers l'art. On croit que la création peut sauver ce que la drogue a détruit. Alors on peint, on écrit, on compose. Parfois, les œuvres qui en sortent sont d'une beauté bouleversante. On y lit la douleur, mais aussi la lumière. Comme si la souffrance, une fois exprimée, cessait d'être un fardeau pour devenir un cri de vie. Mais tous ne survivent pas à la cure. Certains succombent au désespoir avant d'avoir vu l'aube. D'autres se perdent dans un équilibre fragile, oscillant entre rechute et espoir. Et puis il y a ceux, rares, qui s'en sortent. Ils reviennent à Paris, changés. Leur regard est plus calme, leur voix plus lente. Ils ne fréquentent plus les mêmes lieux, ne parlent plus de la même façon. Ils ont vieilli d'un coup, comme s'ils avaient traversé une guerre invisible. Pour eux, la désintoxication n'est pas une victoire. C'est une cicatrice. Un rappel constant de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils auraient pu devenir. Certains deviennent à leur tour des témoins. Ils écrivent des articles, donnent des conférences, parlent aux jeunes artistes. Ils veulent prévenir, alerter, sans condamner. Mais le monde écoute peu. Les années 1930 s'annoncent sombres. La crise économique gronde. L'Europe tremble. Et les douleurs individuelles se perdent dans le vacarme collectif. Pourtant, quelque chose change. Pour la première fois, on parle d'aide, pas seulement de punition. Des associations se forment, souvent soutenues par d'anciens patients. Elles prônent la compréhension, la solidarité, la réinsertion. Le mot toxicomanie cesse d'être une insulte pour devenir un diagnostic. C'est timide, fragile, mais c'est un début. Dans les journaux, quelques journalistes courageux commencent à publier des témoignages. Ils racontent les histoires de ceux qui ont survécu, sans sensationnalisme. Des articles simples, humains. Des titres comme « Ils ont voulu guérir »,« Les oubliés des années folles »,« Le prix de la liberté ». Le ton change. Le scandale laisse place à la compassion. Et même si Paris reste méfiant, une part de son cœur commence à comprendre. Jean Cocteau, revenu à la vie, reprend sa plume, son art, sa liberté. Mais il garde en lui cette blessure qu'il ne cache plus. Dans ses entretiens, il parle souvent des drogués comme d'âmes hypersensibles, incapables de supporter la violence du monde. Ces mots touchent, car il ne juge jamais. Ceux qui tombent, dit-il, ne sont pas faibles. Ils sont simplement fatigués d'être forts. Cette phrase, murmurée dans une interview oubliée, résume tout le drame d'une époque. Une génération qui a voulu tout vivre, tout sentir, et qui n'a pas su survivre à sa propre intensité. Les cures et les confessions de ces années-là laissent une trace discrète mais durable. Elles inspireront plus tard des écrivains, des cinéastes, des médecins. Elles rappellent que la dépendance n'est pas une déchéance, mais une lutte. Une lutte intérieure, silencieuse, que personne ne voit, mais que beaucoup mènent. Et si la société commence enfin à regarder ces malades autrement, c'est grâce à ces voix fragiles, tremblantes, mais sincères. Celles qui ont osé dire « j'ai chuté sans honte ». Celles qui ont transformé leur douleur en témoignage. Celles qui ont compris, avant tout le monde, que le courage ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever. Dans le Paris des années 1930, les rires se font plus rares, les musiques plus lentes. Les soirées de Montmartre ont perdu leur éclat, mais la ville a gagné quelque chose de nouveau. La conscience. Une forme de lucidité mélancolique. On sait désormais que la fête a un prix. Et ce prix, certains continuent de le payer.
Mais au fond de ces cliniques silencieuses, dans les carnets des guéris, une idée persiste. Une idée fragile, mais vivante. Celle que même dans la chute, il reste une chance de renaître. Et c'est peut-être cela, la plus grande confession de toutes. Pourtant, même après les cures et les larmes, l'histoire n'était pas terminée. Car l'héroïne, loin d'avoir disparu, allait devenir un symbole éternel. Une fascination qui traverse les âges entre beauté et destruction. Le temps a passé. Les années folles se sont tues, les cabarets ont fermé leurs portes, et les musiciens sont partis jouer ailleurs. Mais leurs échos résonnent encore. Dans les ruelles silencieuses de Montmartre, dans les vieux disques de jazz qui craquent, dans les tableaux poussiéreux accrochés au mur des musées, il reste un parfum d'excès, de beauté et de perte. L'héroïne, elle, n'a pas disparu avec la décennie. Elle a laissé une empreinte invisible dans l'imaginaire du monde. Une fascination étrange, faite de peur et d'attirance, de condamnation et de nostalgie. Au début, on croyait que tout allait s'effacer, que le scandale, la répression et les morts suffiraient à tourner la page. Mais certaines histoires refusent de mourir. Elles s'accrochent aux mémoires, se glissent dans les livres, dans les chansons, dans les films. Elles deviennent des symboles, des avertissements ou des mythes. Et Paris, sans le vouloir, est devenu le berceau de l'un de ces mythes, celui du poète maudit, du créateur qui brûle sa vie pour voir plus loin. Les journaux ont cessé d'en parler, mais les artistes, eux, n'ont jamais oublié. Les écrivains ont repris les thèmes de la décadence, de la fuite, de la beauté tragique. Les peintres ont continué à peindre des visages flous, des regards perdus, des corps qui semblent s'évaporer. Et les cinéastes ont filmé ces silhouettes pâles marchant dans la brume, comme des âmes suspendues entre la gloire et l'abîme. L'héroïne est devenue un symbole de ce que la société refuse d'admettre, que parfois le désir de liberté peut détruire ceux qui le portent. Dans les années 1950, alors que le monde découvre le rock, la contre-culture et les premières révolutions de jeunesse, le mythe des années folles renaît. On parle à nouveau de ces artistes maudits de Paris, de leurs amours brûlés, de leurs nuits infinies. Des écrivains américains exilés racontent leur vie à Montparnasse, les cafés, la fumée, les excès. Ils en font des livres magnifiques, pleins de nostalgie et de fièvre. Et peu à peu, l'image de cette époque se transforme. Ce n'est plus une ère de déchéance, mais un âge d'or perdu, un paradis brisé. Le cinéma lui aussi s'en empare. Dans les années 60, les films racontent des histoires de musiciens et de poètes détruits par la drogue. On y voit les visages fatigués, les chambres froides, les amours impossibles. Et toujours au centre, cette même idée. La souffrance fait partie de la création. L'artiste doit traverser l'enfer pour trouver la beauté. Une idée séduisante, mais terriblement fausse. Pourtant, elle plaît. Elle fait rêver ceux qui n'ont pas connu la douleur réelle du manque. L'héroïne, désormais interdite et traquée, devient une légende. Et comme toute légende, elle attire. Les jeunes générations la découvrent dans les chansons, les poèmes, les romans. Ils y voient un symbole de rébellion, de refus du monde ordinaire. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans la société rêvent encore de cette liberté extrême, de cette fuite vers l'absolu. Ils ignorent ou veulent ignorer le prix à payer. Dans les galeries d'art, les toiles de l'époque se vendent à des sommes folles. On admire les couleurs, les formes, sans penser à ce qu'elles ont coûté à ceux qui les ont peintes. Les visages des artistes morts jeunes sont imprimés sur des affiches, des t-shirts, des livres de poche. Leur malheur est devenu un commerce, leur douleur une esthétique. Et d'une certaine manière, cela les trahit à nouveau. Mais c'est aussi la preuve qu'ils n'ont jamais vraiment disparu. Dans les années 1970, avec la montée du rock, l'histoire se répète. De nouveaux artistes tombent dans les mêmes pièges, sous d'autres lumières. Leurs chansons parlent d'ivresse, de liberté, de mort douce. Et beaucoup d'entre eux finissent comme les poètes des années 20. Trop tôt, trop jeunes, trop fatigués. Le poison change de nom, de forme, de mode, mais il garde la même promesse, celle d'un rêve plus fort que la réalité. Et toujours la même illusion. Croire que l'on peut danser au bord du gouffre sans tomber. Paris, elle, regarde cela avec un mélange de honte et de tendresse. Ces murs ont tout vu. La gloire, la chute, la renaissance. Les cafés qui avaient accueilli les artistes de l'époque sont devenus des lieux de mémoire. Des touristes y prennent des photos, ignorant qu'ils marchent sur les traces d'hommes et de femmes qui ont cherché à se sauver. Montparnasse n'est plus le refuge des poètes perdus, mais un décor figé, une carte postale. Et pourtant, quand la nuit tombe, il reste quelque chose dans l'air. Une mélancolie douce, un souvenir de musique lointaine. Comme si les fantômes des années folles murmuraient encore sous les réverbères. La fascination pour l'héroïne ne tient pas seulement à sa puissance,
mais à son symbole. Elle représente le rêve de s'échapper du monde, de s'élever au-dessus du bruit, du chaos, de la souffrance. C'est le désir ancien de trouver la paix autrement, d'endormir la conscience pour mieux toucher l'infini. Et ce désir-là, aussi dangereux soit-il, habite tous les êtres humains d'une façon ou d'une autre. L'héroïne n'a pas inventé ce besoin, elle l'a simplement amplifié. Les écrivains modernes l'ont bien compris. Certains parlent de nostalgie du néant, d'autres de fuite dans l'imaginaire. Mais tous reconnaissent à la même chose. Ce que les artistes de Paris cherchaient dans la poudre, c'était peut-être ce que nous cherchons encore aujourd'hui, chacun à notre manière. Un moyen d'oublier le poids du monde, ne serait-ce qu'un instant. Un moyen de sentir quelque chose de plus grand que soi. Mais la beauté de ces récits ne doit pas tromper. Derrière la poésie, il y a la douleur. Derrière le génie, il y a la perte. Et si le mythe des années folles continue de séduire, c'est aussi parce qu'il nous rappelle une vérité inconfortable. La liberté absolue n'existe pas. Tout ce qui brille finit par brûler. Et tout ce qui brûle finit par laisser des cendres. Dans les musées, quand on regarde les portraits des artistes de cette époque, on remarque souvent leurs yeux. Ils semblent à la fois vivants et fatigués, pleins de rêves et pleins de peurs. Ces regards traversent le temps, comme pour nous prévenir. Ils ne disent pas « admire-moi », ils disent « n'oublie pas ». N'oublie pas ce que la beauté peut coûter. N'oublie pas ce que l'oubli peut détruire. L'héritage de cette période, c'est cette dualité, la lumière et l'ombre, indissociables. Le génie et la souffrance liés comme deux amants maudits. Et même si la société moderne préfère parler de prévention, de santé, de morale, la fascination demeure. Parce qu'au fond, l'héroïne n'est pas qu'une drogue, c'est une métaphore. Celle du rêve trop fort, du besoin d'aimer trop grand, de la peur de vivre sans vertige. Paris, aujourd'hui, a changé. Ces nuits ne sont plus celles des années 20. Mais si l'on marche seul sur les quais de la Seine quand la ville dort, on peut encore sentir ce souffle ancien, celui d'un temps où l'on croyait pouvoir tout réinventer, même la douleur. Et peut-être que c'est pour cela que cette histoire continue de nous toucher. Parce qu'elle parle de nous, de notre fragilité, de notre besoin de lumière, même au cœur de la nuit. L'héroïne a détruit des vies, oui, mais elle a aussi révélé une vérité sur l'être humain. Notre soif de beauté est parfois plus forte que notre instinct de survie. Et tant qu'il y aura des rêveurs, des artistes, des âmes trop sensibles pour le monde, ce mythe ne mourra jamais tout à fait. Les visages des années folles dorment dans les livres, mais leur voix, elle, continue de parler. Elles murmurent encore, doucement, à qui veut bien écouter. Ne nous glorifiez pas, comprenez-nous. Et quand tout s'apaise, il ne reste que le silence, celui des rues désertes, des lampes qui s'éteignent, des fantômes qui attendent l'aube. Car même si la fête est finie, Paris n'a jamais cessé de se souvenir. Quand tout s'achève, le silence paraît d'abord irréel. On s'attend à ce qu'un rire fuse encore, qu'un piano reprenne quelque part, qu'une porte claque, qu'une voix appelle. Mais rien. Paris dort enfin. La ville qui ne voulait jamais fermer les yeux finit par céder à la fatigue. Les lampadaires brûlent encore un peu, les pavés brillent sous la rosée du matin, et l'air sent le café et la pluie. Le temps des excès s'est enfui, laissant derrière lui un murmure, à peine un souffle, comme le souvenir d'une chanson oubliée. Ce n'est plus la même ville. Montparnasse n'est plus le centre du monde. Montmartre a perdu ses plumes, et les cafés d'hier sont devenus des lieux tranquilles, presque sages. Les rires d'autrefois se sont éteints, mais leurs échos demeurent dans les murs, dans les vieux portraits, dans les souvenirs. Paris a vieilli, pas comme un corps qui s'éteint, mais comme une âme qui a trop vécu. Elle a connu la joie, la folie, la perte, et maintenant, elle contemple tout cela avec une tendresse lointaine. Les survivants des années folles marchent désormais plus lentement. Leurs gestes sont mesurés, leurs mots rares. Ils parlent peu de cette époque, non par honte, mais parce qu'ils savent qu'elle n'existe plus. Parfois, au détour d'une conversation, un sourire les trahit. Ils se souviennent de la musique, des visages, des nuits sans fin. Mais leurs regards se voilent aussitôt, comme s'ils craignaient de troubler la paix du passé. Jean Cocteau, vieux et apaisé, continue d'écrire. Il parle d'amitié, de beauté, de mémoire. Mais dans certaines pages, on devine encore la trace du combat. Il écrit « Ceux qui ont survécu ne sont pas des vainqueurs. Ils sont des témoins. » Et c'est vrai. Cette génération n'a pas triomphé du mal. Elle l'a simplement regardé en face, et elle en a tiré une leçon. La lumière la plus vive laisse toujours une ombre derrière elle. Les artistes qui ont traversé ces années laissent un héritage étrange. Leurs œuvres continuent de vivre,
mais elles semblent parler d'un monde disparu. Un monde où l'on croyait que tout était possible, où la liberté n'avait pas de prix. Aujourd'hui, leurs toiles, leurs chansons, leurs poèmes paraissent presque irréels. On les admire, on les expose, mais on oublie souvent qu'ils sont nés de la douleur. Chaque tableau, chaque vers, chaque note porte une trace de manque, un battement de cœur entre deux abîmes. Et pourtant, il y a dans cet héritage quelque chose de profondément humain, une sincérité désarmante. Ces artistes ne cherchaient pas la gloire, ils cherchaient à la paix. Ils voulaient échapper au vacarme du monde, trouver un endroit où leur âme pouvait respirer. Et même s'ils se sont perdus en chemin, ils ont montré sans le savoir la fragilité de la condition humaine. Leur chute nous rappelle que personne n'est à l'abri du vertige, pas même ceux qui rêvent le plus fort. Dans les rues calmes du Paris d'après, la vie reprend. Les enfants jouent, les marchés s'ouvrent, les tramways sonnent. La guerre a tout balayé, puis la paix est revenue. Mais il reste dans l'air une trace de mélancolie. Comme si la ville, malgré ses renaissances successives, gardait en elle la mémoire des excès. Une mémoire douce, presque poétique, mais jamais complètement guérie. Certains soirs, quand le vent souffle sur la Seine, on dirait qu'il charrie des bribes de conversations anciennes. Des éclats de rire, des murmures d'amour, des promesses qu'on n'a pas tenues. Paris, cette grande mémoire vivante, continue de parler à ceux qui savent écouter. Elle raconte l'histoire de ces enfants perdus, ces artistes qui ont voulu vivre trop fort, aimer trop vite, rêver trop haut. Elle ne les juge pas. Elle les berce encore, doucement, comme une mère fatiguée. Dans un café discret, un vieil homme lit un livre de Cocteau. À la table voisine, un jeune peintre esquisse un portrait dans un carnet. Il ne le sait pas, mais il répète le même geste que tant d'autres avant lui. La boucle se referme, mais elle ne s'éteint jamais vraiment. Chaque génération réinvente sa propre folie, sa propre quête d'absolu. Les formes changent, mais le désir reste le même. Toujours cette envie d'échapper au réel, d'effleurer quelque chose de plus grand, de plus lumineux. C'est là que réside le murmure. Dans cette tension entre l'oubli et la mémoire, entre la chute et la beauté. Le Paris des années 1920 n'est plus, mais son esprit flotte encore, invisible, dans les cafés, les musées, les rêves. Et parfois, dans une chanson, une photo, un parfum, il ressurgit soudain, intact, comme une ombre bienveillante. Les historiens ont beau raconter les faits, compter les morts, classer les œuvres, ils ne peuvent pas saisir cela. Parce que ce qui reste de cette époque n'est pas seulement dans les archives. Il est dans l'atmosphère même de la ville, dans ce mélange unique de mélancolie et de lumière, de désespoir et de grâce. Paris porte en elle cette contradiction, comme une cicatrice invisible. Et c'est peut-être ce qui la rend si belle. On pourrait croire que cette histoire est une leçon morale. Mais non, ce n'est pas une condamnation, ni un avertissement. C'est un rappel. Un rappel que la vie humaine est fragile, et que même la beauté peut devenir dangereuse quand elle ne connaît pas de limites. Les artistes des années folles n'étaient ni des saints ni des fous. Ils étaient simplement humains, blessés, passionnés, perdus dans la lumière. Leur tragédie a laissé un message, discret mais éternel. Il n'y a pas de bonheur sans lucidité, pas de liberté sans équilibre, pas d'extase sans retour à soi. Ils ont voulu s'envoler, et beaucoup sont tombés. Mais en tombant, ils ont illuminé le ciel un instant, assez pour que l'histoire s'en souvienne. Aujourd'hui encore, quand la nuit tombe sur Paris, on peut presque entendre ce murmure. Il ne vient pas des passants ni des voitures, mais des pierres elles-mêmes. Des pavés, des toits, des vieux lampadaires qui ont tout vu. Il chuchote des noms oubliés, des fragments de phrases, des refrains d'autrefois. Et si l'on s'arrête un instant, si l'on écoute vraiment, on comprend que la ville ne dort jamais tout à fait. Elle veille, sur ses souvenirs, sur ses fantômes, sur ses enfants perdus. Les écrivains modernes qui marchent dans ces rues sentent parfois une présence. Pas une peur, mais une sorte de respect. Comme si chaque pas qu'ils posent réveille une mémoire ancienne. Ils lèvent les yeux vers les fenêtres allumées et s'imaginent qu'un poète veille encore là-haut, plume à la main, cherchant les mots justes pour dire ce qu'il ressent. Et peut-être que quelque part, dans un appartement silencieux, quelqu'un continue d'écrire, non pas pour être célèbre, mais simplement pour ne pas sombrer. C'est cela, le véritable héritage de cette époque, la foi dans la création comme dernier refuge. Quand tout s'effondre, quand les illusions s'éteignent, il reste la parole, le geste, la musique. Des moyens fragiles, mais suffisants pour rappeler que nous sommes encore vivants. Et que même dans la douleur, il y a de la beauté. Alors, le narrateur s'interrompt un instant. Il regarde par la fenêtre. La pluie commence à tomber doucement sur les toits de zinc. Les lumières se reflètent dans les flaques, les passants se hâtent, les voitures glissent lentement. Paris ressemble à un souvenir.
Un tableau à moitié effacé, mais toujours vivant. Et dans ce tableau, on entend encore une voix, une seule, très basse, celle du passé qui murmure à l'oreille du présent. Souviens-toi, nous avons tout vécu, tout brûlé, tout aimé. Ne nous plains pas. Apprends simplement à vivre sans te perdre. Le narrateur ferme son livre, sourit. Le feu crépite doucement dans la cheminée. Et sa voix s'éteint comme une flamme qui refuse de disparaître trop vite. Sous les pavés de Paris, il reste l'écho de ceux qui ont trop voulu rêver. Puis, dans le calme retrouvé, une dernière phrase adressée au spectateur comme un souffle d'adieu. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi et reste à l'écoute, car d'autres secrets dorment encore sous la ville.